Bonsoir mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. À Yamoussoukro s'est tenu le dernier Conseil des ministres de l'année 2018. Au cours de cette réunion gouvernementale présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, il a été question du bilan partiel des dernières élections tenues dans le pays. Également la modification du code électoral autorisant la concordance entre la fonction de ministre et celle de président de conseil régional. L'épineux problème de corruption dans le système de bonne gouvernance fait l'objet du dossier Ecoplus de ce jour. Les défis et acquis de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, c'est à suivre dans ce journal. Et puis en République démocratique du Congo, des incertitudes planent sur la tenue du 23 décembre prochain des échéances électorales. La commission électorale accuse un retard considérable dans les préparatifs. Bienvenue à tous. Démarrons ce journal par le Conseil des ministres tenu ce mardi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans la capitale politique ivoirienne, à Yamoussoukro. Cette rencontre gouvernementale, la dernière de cette année 2018, a été présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels un bilan partiel des dernières élections tenues dans le pays il y a 2 jours. Aussi une ordonnance modifiant le code électoral et autorisant désormais la compatibilité entre la fonction de ministre et celle de président de conseil régional. Il ressort également de ce conseil le prix Borchamp du café pour la campagne 2018-2019, fixé à 700 francs CFA le kilogramme. Le reportage de Habiba Dambélé, Saoué. C'est le dernier Conseil des ministres de l'année 2018. Il se tient seulement 48 heures après la tenue des élections partielles dans 6 communes et 2 régions du pays. Actualité oblige, le Conseil a dressé un bilan du scrutin du 16 décembre. Les opérations électorales partielles du dimanche 16 décembre 2018 se sont déroulées dans le calme dans la quasi-totalité des circonscriptions électorales concernées, à l'exception des communes de Port-Boué et de Grand-Bassam, où elles ont été émaillées de quelques incidents très tôt circonscrits par les forces de l'ordre. Ces élections ont retenu les dossiers de 10 listes de candidatures au régional et 27 listes de candidatures au municipal issues du RHDP, du PDCI-RDA et de candidats indépendants. À l'issue du scrutin, ont remporté, au titre des élections des conseils régionaux, le RHDP, une région, celle du Lodjibois, liste indépendante, une région, celle du Guémon. Au titre des élections des conseillers municipaux, le RHDP, 3 communes, celles de Bouko, de Grand-Bassam et de Rubino. Le PDCI, une commune, celle de Port-Boué. Les listes indépendantes, 2 communes, celles de Bingerville et de Lakota. Autre point relatif aux élus locaux évoqués lors de ce conseil, il concerne la présidence des conseils régionaux. Cette fonction est désormais cumulable à celle de membres du gouvernement. Une ordonnance modifiant le code électoral a été prise dans ce sens. Le Conseil a adopté une ordonnance modifiant l'article 25 de la loi du 1er août 2000 portant code électoral, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance lève l'incompatibilité entre la fonction de président de conseil régional et de celle de membre de gouvernement. Ainsi, tout comme celle du maire, la fonction de président de conseil régional peut désormais être exercée par le membre du gouvernement. Cette mesure vise à maintenir la cohésion et le fonctionnement régulier du conseil régional en toutes circonstances, notamment celle de la nomination du président du conseil régional en qualité de membre du gouvernement. Le gouvernement a aussi arrêté le prix Borchamp du café pour la campagne 2018-2019. Le prix garanti Borchamp du café pour la campagne 2018-2019 est fixé à 700 francs par kilogramme, ce qui correspond, il faut le relever, à 79% du prix CAF contre 65,53% durant la campagne précédente.
Confirmant son ambition de devenir un hub énergétique dans la sous-région, la Côte d'Ivoire va se doter de 2 nouvelles centrales thermiques dans les années à venir. L'une sera construite à Azito et l'autre à Jacquesville. L'État a conclu en septembre 2016 avec Azito Énergie un protocole d'accord pour la réalisation d'une centrale thermique additionnelle à cycle combiné Azito phase 4 de 253 MW sur le site de la centrale Azito installée dans la commune de Yopougon. Cette nouvelle centrale sera équipée d'une turbine à gaz de 179 MW et d'une turbine à vapeur de 114 MW pour une production annuelle de 2000 GWh. Le montant total des investissements s'élève à 225,8 milliards de francs CFA pour une projection en termes de création d'emplois établie à 2000 emplois directs et indirects en phase de construction et 10 emplois directs supplémentaires en phase d'exploitation. La centrale thermique à cycle combiné, CIPREL 5, prévue dans la commune de Jacquesville, est d'une capacité installée de 390 MW, composée d'une turbine à gaz de 260 MW et d'une turbine à vapeur de 130 MW pour une production d'environ 2876 GWh. Le montant total des investissements s'élève à 247,9 milliards de francs CFA pour une projection en termes de création d'emplois estimée à 2500 emplois directs et indirects en phase de construction et 100 emplois directs supplémentaires en phase d'exploitation. À retenir enfin la visite d'État de 48 heures qu'effectuera le président rwandais en Côte d'Ivoire dès ce mercredi et la participation du président Alassane Ouattara au sommet ordinaire de la CEDEAO qui se tiendra le 22 décembre prochain à Abuja, au Nigeria. Dans le domaine de la santé, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville reçoit un don. Ce mardi après-midi, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, également présidente fondatrice de l'association Children of Africa, a reçu des mains du directeur régional de l'UNFPA une ambulance offerte à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Ce don a été fait au sein même de l'hôpital. Vous retrouverez le reportage complet de cette action dans nos prochaines éditions. Coopération inter-États, le président rwandais Paul Kagame entame une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire dès demain. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération ivoiro-rwandaise, l'historique de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda avec Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire et le Rwanda, deux pays hier touchés par des crises militaro-politiques, mais aujourd'hui cités en exemple sur le continent pour leurs performances économiques. En 2017, le Rwanda, État de l'Afrique de l'Est, comptant 12,2 millions d'habitants, a connu un taux de croissance de 6,1%. La Côte d'Ivoire, elle, a confirmé son embellie économique de ces dernières années avec 7,8% de taux de croissance. Ces deux pays doivent ces performances au leadership de leurs chefs d'État que sont les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Paul Kagame du Rwanda, mais surtout aux réformes économiques entreprises par leurs gouvernements respectifs, réforme marquée par l'amélioration continue du climat des affaires. Sur le plan de la coopération bilatérale, les deux pays ont encore du chemin à parcourir, bien que liés par un traité d'amitié et de coopération et un accord de coopération culturelle, technique et scientifique signé le 30 janvier 1985. Les échanges économiques et commerciaux demeurent faibles. En 2017, ils ont seulement échangé 81 millions de francs CFA de marchandises, dont 79 millions d'exportations pour la Côte d'Ivoire. Une ligne aérienne directe desservie par Air Côte d'Ivoire et Rwandair relie également Abidjan à Kigali depuis octobre 2016. Pourtant, ce ne sont pas les domaines de coopération qui manquent. La Côte d'Ivoire possède une riche expérience agricole. Quant au Rwanda, il tire son épingle du jeu en matière de salubrité, dans les TIC et dans la promotion du genre. En clair, des liens à renforcer pour le bien-être des peuples ivoiriens et rwandais. Perspective prometteuse avec la visite d'État en Côte d'Ivoire du président Paul Kagame.
Et nous en parlions en titre, la corruption, ce véritable problème pour les économies du monde, fait l'objet du dossier économique de ce mardi. Pour endiguer le phénomène en Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est doté de plusieurs outils nationaux et continentaux. C'est le cas de la ratification en février 2012 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Le phénomène est-il aussi présent dans notre système de gouvernance? Quels sont les acquis et défis de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire? Les réponses dans ce dossier, signé ce soir Cheikh Koné. Dans l'édition 2017 sur la perception de la corruption de l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire est classée 103e sur 180 pays, contre la 136e place en 2013, soit un gain de 33 places. Une avancée certes, mais le phénomène de la corruption à la peau dure, selon les chiffres officiels, le pays continue de perdre un peu plus de 300 milliards de francs CFA par an. À l'échelle continentale, ce sont près de 27 500 milliards de francs CFA que les pays africains perdent chaque année, selon le rapport Mbeki. La corruption fait ainsi partie des principaux obstacles à la croissance d'un pays. Elle dégrade l'économie et tous ses compartiments, la santé, l'éducation et le coût de la vie. Quand ça impacte sur le coût de production, évidemment, c'est le client qui, au bout de la chaîne, paye. Donc la corruption, c'est un problème général. Une prise de conscience générale qui débouche sur l'internationalisation de la lutte contre la corruption. L'Afrique prend en main sa destinée et adopte en 2006 la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption de l'Union africaine, une déclinaison de la Convention des Nations unies. En 2012, la ratification de la Côte d'Ivoire est acquise. Le pays prend ainsi le pari d'impulser une nouvelle dynamique dans sa lutte. Au plan national, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un certain nombre d'instruments. Il y a par exemple deux ordonnances qui sont devenues des lois, la 660 et la 661. La 660 qui porte justement sur l'ensemble du cadre juridique qui lutte justement contre la corruption. Et puis la 661 qui définit le cadre fonctionnel de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui est l'organe que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place justement pour juguler justement ce mal-là. En 2013, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est créée. Elle est dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière quasi permanente. L'enjeu pour cette autorité est d'améliorer la transparence et la responsabilité dans la gestion publique. La société civile en attend plus. Mais nous, au niveau de la société civile, initialement, ce que nous avons voulu, c'était de faire en sorte qu'on puisse annexer à la haute autorité des instruments, des juridictions anticorruption pour traiter que des problèmes de corruption. C'était cela justement notre vision. La haute autorité n'est pas une juridiction. La haute autorité ne sanctionne pas en tant que telle. La haute autorité collecte, analyse, mène des enquêtes, constitue des PV qui serviront d'éléments entrant dans la décision du procureur de la République de poursuivre ou non de poursuivre. En 2018, 15 dossiers faisant l'objet d'enquêtes et d'ouverture d'informations judiciaires ont été transmis au procureur de la République. Pour la déclaration de patrimoine, qui est une des missions de la haute autorité, 85% des membres du gouvernement se sont soumis à l'exercice, 80% pour les présidents d'institutions et 85,53% pour les fonctionnaires chargés de la gestion des fonds publics. Outre la haute autorité pour la bonne gouvernance, le pays s'est doté de plusieurs structures de lutte, dont les plus connues sont la direction des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics, l'unité spéciale de lutte contre le racket en douane et la brigade de lutte contre la corruption. Malgré la pluralité d'instruments de lutte, la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine en Côte d'Ivoire accuse un retard, selon plusieurs observateurs. Là où, effectivement, on pense que cette mise en œuvre est mitigée, c'est au niveau de certains actes. Par exemple, il y a un rapport qui doit être dressé annuellement à l'Union africaine pour dire comment le suivi se fait en Côte d'Ivoire, comment la mise en œuvre se fait. Ce rapport, il a été fait en 2015. Nous attendons que 2016, 2017 et 2018 soient faits. C'est très important. La Côte d'Ivoire a fait un effort, mais il faut poursuivre cet effort-là pour que demain, il y ait des réformes pour qu'elle puisse s'adapter. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est en retard par rapport à tel ou tel autre pays. Non, je ne pense pas qu'il faut qu'on regarde ça de cette façon-là. La réalité, c'est que nous devons tenir compte des réalités de nos pays, des visions de lutte contre la corruption dans nos pays respectifs, des objectifs et des capacités réelles du moment. Si la problématique de la corruption reste une question importante pour plusieurs économies,
son lien établi avec le blanchiment d'argent rend la lutte éparse et complexe. La corruption précède le blanchiment. Un monsieur qui a fait un braquage, il a eu peut-être 50 millions, c'est de l'argent sale. Il ne peut pas aller déposer ça à la banque, il ne peut pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit une maison, il met la maison en location. La maison produit des loyers. Les loyers rentrent dans l'économie normale, on peut même payer à la banque, on peut payer, vous voyez un peu. Mais l'infraction initiale, qui était le braquage, et donc le fruit du braquage, est réintroduit dans l'économie formelle par le système du blanchiment. Que ce soit la lutte contre la corruption ou la lutte contre le blanchiment d'argent, la Côte d'Ivoire est signataire de la plupart des instruments internationaux. L'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre en pratique ces outils afin d'amorcer une phase beaucoup plus répressive de la lutte. L'application intégrale des recommandations de la Convention de l'Union africaine va certainement faire bouger davantage les lignes. Dans le secteur agricole, les mauvais exportateurs de noix de cajou seront bientôt classés sur une liste noire. La raison, leur manque de professionnalisme constaté lors de la campagne 2018 de la filière cajou. Une campagne qui a été marquée par de nombreuses difficultés. Joël Gomez et Didier Nguessan. Réfléchir aux mécanismes pour mieux exporter le cajou de Côte d'Ivoire. Les acteurs de cette filière se sont réunis à Abidjan afin d'identifier les difficultés liées aux procédures d'exportation et aux opérations logistiques. D'importantes mesures sont annoncées. Nous irons au Vietnam. Nous allons rencontrer le Vinacas. Alors, à l'issue de ça, nous allons faire une liste noire, une blacklist des mauvais acheteurs. De notre côté aussi, nous allons faire la liste noire des mauvais vendeurs. Ce que nous recherchons, c'est d'assainir le milieu de la commercialisation du noix de cajou. La campagne 2018 de commercialisation du cajou a été particulièrement difficile selon les organisateurs du fait de son démarrage tardif. Des problèmes liés en partie à l'absence de guichet unique pour les opérations d'exportation, au manque de financement des banques vietnamiennes et à l'obligation de s'acquitter de la taxe d'enregistrement au titre des campagnes 2014 et 2015. Pour cette exportatrice, l'heure est à l'union. Nous sommes tous exportateurs et je souhaite qu'il y a 2 points. On doit réunir, on doit solider et on doit avoir la même voix. On doit partager l'information. Avec plus de 700 000 tonnes réalisées en 2018, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cajou. La filière emploie 360 000 producteurs. Pour la sécurité aérienne et la navigabilité, des experts issus d'importantes structures aéroportuaires ivoiriennes et internationales sont présents à Abidjan pour un colloque sur la mise en place d'une agence communautaire des États membres de l'UEMOA. En 2002 déjà, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union avaient initié un accord avec des partenaires internationaux pour le projet COSCAP-UEMOA, un projet basé sur un mécanisme communautaire de supervision de la sécurité de l'aviation civile des 8 États membres de l'Union. Le reportage de Francis Boifo. L'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ACSAC de l'espace UEMOA va se créer en 2019 selon les experts du transport aérien réunis à Abidjan. L'ACSAC va remplacer le projet COSCAP UEMOA. Il assure un niveau élevé et durable de sécurité du système de transport aérien dans les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les acquis après 13 ans de mise en œuvre. Assurer la supervision en termes de navigabilité, de ce qui relève de la sûreté. Un grand résultat, c'est que pour la qualité de ces services aujourd'hui, l'UEMOA, à travers le COSCAP, est à 68%. Alors que la moyenne aujourd'hui africaine est de 48%. Le projet aide à certifier les aéroports. Sur les 8 aéroports internationaux, nous avons 5 qui sont certifiés. Il en reste 3. Quand elle sera opérationnelle en 2019, l'ACSAC devra consolider ses acquis. En attendant, les experts tentent de trouver des solutions aux défis. D'assister les États qui ont parfois des insuffisances au niveau du personnel, de façon à ce que nous puissions tous avancer au même rythme. On doit s'attendre à un espace sûr où les compagnies aériennes sont certifiées correctement, où les aéroports sont dans les normes et où les voyageurs voyagent en toute tranquillité. La 14e réunion du projet COSCAP UEMOA, une opportunité pour les responsables des structures en charge de l'aviation civile de l'UEMOA d'aborder toutes les questions qui pourraient empêcher la création d'une agence communautaire de gestion de la sécurité des vols.
Et notons également que l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, compte 5 aéroports internationaux de premier rang qui sont certifiés sur 8. Il s'agit des aéroports d'Abidjan en Côte d'Ivoire, de Lomé au Togo, de Bamako au Mali, de Niamey au Niger et de Dakar au Sénégal. En Côte d'Ivoire, des travaux d'assainissement viennent d'être lancés par le maire de San Pedro, Félix Anoblé. Les populations sont invitées à participer à l'embellissement de la ville à travers une opération de salubrité dénommée « J'aime ma ville et je l'assainis ». L'objectif est de redonner des couleurs attrayantes à San Pedro, suivant ce reportage de Sam Conan. À peine élu par le conseil municipal et installé par le préfet des régions, que le maire de la commune de San Pedro s'attaque à son premier chantier, assainir la ville. Une opération dénommée « J'aime ma ville, je l'assainis » vient d'être lancée à la gare routière. L'opération démarre aujourd'hui au rond-point de la gare. L'objectif donc c'est de progressivement assainir la ville et faire en sorte qu'après notre passage, tout ce que nous avons dégagé comme ordure ne réapparaisse plus. Donc il ne s'agit pas d'une opération ponctuelle, mais d'une opération qui va se dérouler donc tous les samedis et qui va être suivie tous les jours par une équipe de la mairie. Mais en même temps, en le faisant, nous allons dégager donc tout ce qui est donc baraque, table de vente qui ne ressemble donc pas à une commune comme San Pedro. Plusieurs travaux de drainage et de canalisation dans certains quartiers ont débuté afin d'éviter des inondations en période de pluie diluvienne. Et également le curage et l'entretien du lac. Des rencontres avec les populations ont lieu afin de les sensibiliser. C'est pour nous mettre ensemble pour arranger la ville. Le maire a dit chaque samedi, on devrait se mettre ensemble pour nettoyer le coin. Moi, je trouve que quant à moi, c'est je la vois. Il nous a montré qu'il est prêt pour travailler. En tout cas, ça va mieux. On a besoin encore qu'il arrange encore. On l'encourage pour ça. L'entrée de la ville par le corridor Soubri-Sassandra et la voie qui mène à l'aéroport seront dégagées et embellies afin de donner un visage plus beau à la ville portuaire, touristique et balnéaire de San Pedro. Dans le domaine de la santé et climat font bon ménage à la COP24. Le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, y a animé une conférence de presse sur le thème « Enjeux des changements climatiques et santé environnementale ». D'après les conclusions de cette conférence, le secteur de la santé devrait promouvoir davantage des établissements sanitaires. Grace Kando. L'adaptation au changement climatique passe par la protection de la santé humaine. Cette adaptation contribue à réduire la vulnérabilité des communautés et améliore la gestion des programmes et des systèmes de santé selon des experts. Au cours de la COP24 à Katowice en Pologne, le ministre Aka Awele a animé une conférence sur les enjeux des changements climatiques et de la santé environnementale. Le changement climatique influe sur les déterminants sociaux que sont l'air, que sont l'eau potable, que sont la nourriture que nous consommons, de même que nos logements. Il est de notre responsabilité de trouver les voies et moyens pour nous adapter à ce phénomène. Et cela revient à dire que le système de santé doit pouvoir être performant. L'humanité a besoin d'avoir un environnement sain, un climat propre, pour parler de pérennisation, pour un avenir durable. Mais il faut faire en sorte qu'en se développant, il ne faut pas détruire son climat. En se développant, il ne faut pas détruire son environnement. Et en se développant aussi, il faut améliorer les conditions de vie des hommes. Le secteur privé ivoirien n'est pas en marge. Des initiatives sont prises dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Le secteur privé met en place des dispositions pour éviter de polluer. Il y a des systèmes, par exemple, tout ce qui concerne les rejets d'eau, tout ce qui concerne les boues, concernant par exemple le traitement des déchets. Sodeci récupère par exemple tous les déchets sur le collecteur qui va en mer. Selon l'accord de Paris sur le climat, le secteur de la santé devrait faire des efforts pour la promotion des établissements sanitaires et des technologies à faible émission de carbone. Et restons hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire est aussi présente au Maroc pour la 21e édition du Festival africain du cinéma de Kourbiga. Parmi les films en compétition lors de ce festival, Dangama du réalisateur ivoirien Arantes de Bonali, le reportage de Issa Chonayeo.
Levé des rideaux sur la 21e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga, localité située à 120 km de Casablanca, la capitale économique marocaine. Pendant 7 jours, le 7e art africain est célébré à travers des projections de films, des colloques et des conférences débats. Ce festival créé depuis 1977 a considérablement œuvré pour la promotion du cinéma sur le continent selon l'initiateur. Le Festival de Kouribga a énormément contribué, au moins sur un chapitre particulier, c'est qu'à Kouribga, nous avons toujours eu de très grands débats de fond sur le cinéma. On a théorisé le cinéma, on a proposé, on a anticipé, on a dessiné l'avenir et on s'est rendu compte que tous nos amis qui ont fréquenté le festival, tous les cinéastes qui sont venus ici, ont développé eux-mêmes, chacun de son côté, ses idées et on en fait parfois des films. Un des moments forts de ce festival, l'hommage à Maïmouna Ndiaye, actrice burkinabé. Une distinction qui récompense ses prix de meilleure interprétation féminine dans les films La chasse aux papillons et L'œil du cyclone. C'est une fierté après tant d'années d'exercice en tant qu'actrice au théâtre, au cinéma. J'ai aussi été danseuse et tous les prix que j'ai eus depuis le FESPACO 2015, en passant par les écrans noirs, en passant par la première interprétation à Kouribga ici même, au Festival de Carthage au Burundi et aussi les Sotigui d'or au Burkina Faso. Je pense qu'après toutes ces années, ça fait vraiment du plaisir, ça donne du baume au cœur et surtout que ça donne envie de continuer à se battre pour les générations à venir. Cette 21e édition du festival est marquée par la présence de nombreux comédiens, cinéastes, intellectuels et critiques de cinéma. C'est très important de savoir qu'à des grands rendez-vous de cinéma et surtout même du cinéma de critique, qu'il faut être présent. C'est vrai qu'on fait du cinéma commercial, on fait tout ce qu'il faut, mais il faut aussi faire des cinémas d'auteur, des cinémas de critique. Donc quand on se retrouve avec de ces personnes averties, il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être heureux en fait. Ce n'est pas ma première fois, ça fait ma deuxième fois. La première fois, j'avais un film en compétition et je suis heureuse de retrouver des visages que je n'ai pas vus il y a longtemps. Et c'est toujours un plaisir. Kouribga, c'est un festival de rencontres, c'est un festival d'échanges et on apprend beaucoup. Notre cinéma a encore dans le cinéma monde une place particulière. Et la diversité des gens qui viennent ici, des réalisateurs, des critiques, le choix des membres du jury, l'accueil, la préparation, l'organisation, tout ça fait que Kouribga reste une date pour nous en Afrique. Ou en Tunisie, nous avons les journées cinématographiques de Carthage, que c'est un festival arabo-africain. Mais pour Kouribga, c'est purement, profondément africain. Et donc je suis très très contente d'être là, de collaborer, de participer, de rencontrer des gens. Au total, 15 films sont en compétition, dont un de la Côte d'Ivoire, Nangama, du réalisateur Arantes de Bonali. L'actualité internationale nous mène en RDC où les prochaines échéances électorales sont encore dans le flou. Les élections vont-elles pouvoir se tenir ce dimanche 23 décembre? C'est la question que tous se posent. Depuis le 16 décembre dernier, la commission électorale commence à peine à recevoir les fiches des procès-verbaux et de résultats imprimés en Afrique du Sud. Près de 166 tonnes de ce matériel sensible sont attendues jeudi prochain et doivent être déployées au plus tard samedi dans les plus de 21 000 centres de vote et 179 centres locaux. Des retards qui s'accumulent, mais la CENI dit faire son possible pour être dans les temps. Notons que le gouvernement congolais avait choisi de financer tout seul les élections et a refusé toute aide logistique. Il y a aussi incertitude autour de la prochaine présidentielle à Madagascar. Et puis la Chine célèbre ses 40 années de succès de son économie. Le tout dans l'actu en bref, présenté ce soir par Wojan Télésoro et Kolo Koulibaly. En République démocratique du Congo, le ministre de l'Intérieur, Henri Bova, a dévoilé les dispositifs sécuritaires du 23 décembre, jour de vote de la présidentielle, des législatives et provinciales. Un dispositif mis en place pour enrayer tout acte d'incivisme. Pendant 24 heures, les frontières terrestres congolaises seront fermées. Les 75 000 bureaux de vote bénéficieront d'une surveillance rapprochée de la police. Les autorités réagissent suite aux violences de la campagne.
Madagascar, second tour de la présidentielle, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanan, tous deux ex-présidents, s'efforcent à convaincre les indécis des 45% d'inscrits au premier tour. Leur rivalité prend le dessus sur les projets pour la société. C'est une revanche pour Marc Ravalomanan. Il estime avoir été poussé hors du pouvoir en 2009 par Andry Rajoelina. Mercredi, les Malgaches retournent aux urnes. Tout a commencé il y a 40 ans, une Chine qui apprend vite et qui sait copier. Son ouverture au marché extérieur et ses réformes économiques ont permis à la Chine d'atteindre le rang de deuxième puissance économique au monde. Le président chinois Xi Jinping se félicite de cette progression et honore ses pionniers tels que Deng Xiaoping. Et c'est ainsi que s'achève ce 23h. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même heure, pour la suite de l'actualité. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur RTI 1.